Bienvenue sur Télébilingue en ce mercredi 16 avril qui est la journée mondiale de la voix. Je vais donc donner un peu de voix pour vous énumérer les titres de notre info d'aujourd'hui. Le groupe E supprime 188 emplois en Suisse romande. Ses succursales de la Neuveville, de Saint-Imier et de Tramelan sont concernées. Le vin attire moins les consommateurs, surtout les jeunes. Comment les vignerons de la région réagissent-ils à cette situation ? Et Pâques est de retour avec ses cultes, ses œufs et ses bouchons routiers. L'entreprise de surveillance du trafic Via Suisse et un pasteur nous parlent de leurs considérations sur le week-end pascal. L'énergéticien suisse Groupe E, qui emploie 2600 personnes, a annoncé qu'il allait en licencier 188 en Suisse romande, notamment dans le Jura bernois. Pourquoi Groupe E manque-t-il à ce point d'énergie? Pourquoi doit-il se restructurer? Tentative de réponse de Roxane Flamand. Des suppressions de postes sont prévues dans les succursales de Groupe E à Tramelan, Saint-Imier et la Neuveville. Dans le Jura et Jura bernois, cela concerne près de 25 personnes. On est obligé de le faire. 2024 est un exercice compliqué financièrement. DTI a perdu quelques millions, donc on ne peut pas continuer comme ça. Il y avait obligatoirement quelque chose à faire pour arriver à une stabilité économique. À tout niveau, il y a du mouvement, que ce soit du monteur de terrain jusqu'au bureau administratif. Et si on regarde au niveau de la DTI, on a même notre directeur général qui a été impacté par cette réorganisation. D'après Groupe E, cette restructuration fait suite à un manque de rentabilité sur les très grands chantiers et de fortes baisses de ventes de pompes à chaleur et d'installations photovoltaïques. Pour la pompe à chaleur, les fabricants avaient déjà annoncé fin 2023 qu'il y aurait un ralentissement d'approximativement 40%. Et on l'a vraiment ressenti en 2024, ce ralentissement sur le marché de la pompe à chaleur. Le photovoltaïque a ralenti lui aussi, un peu moins drastiquement, mais là, il y a beaucoup de concurrence qui s'est installée, il y a beaucoup de sociétés qui se sont créées depuis fin 23, début 24. Et la conséquence, on a le niveau de prix qui a drastiquement chuté également. Pour Unia, cette vague de licenciements est injustifiée. Le syndicat indique dans un communiqué: cette vague de licenciements est d'autant plus inacceptable que Groupe E s'est illustré ces dernières années par une stratégie expansionniste démesurée et une politique de prix agressive. Il est scandaleux que ce soit aujourd'hui les salariés qui fassent les frais d'une gestion aussi irresponsable. C'est facile à dire, on a effectivement acquis des sociétés. Quand on acquit des sociétés, il y a toujours une part de risque. Il y a eu des bonnes acquisitions, il y en a eu des moins bonnes. Il faut surtout s'adapter au marché. Le marché bouge, donc la problématique est là. Et ce n'est pas les employés uniquement qui trinquent. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça touche à tous les niveaux. D'après Groupe E, un accompagnement pour les collaborateurs et collaboratrices concernés sera mis en place. Une procédure de consultation est lancée aujourd'hui et se clôturera mi-mai. L'entreprise indique qu'en fonction des résultats de cette procédure, la diminution du nombre de postes aura lieu courant 2025 ou début d'année prochaine. L'année dernière, les ventes de vin dans le monde entier ont atteint leur niveau le plus bas depuis des décennies. À quoi tient ce recul? Les prix élevés sans doute, mais aussi un certain désintérêt des jeunes générations pour qui la dégustation du vin n'est plus une question de culture. Karim Patois a voulu savoir pour nous si les vignerons de la région voyaient le verre plutôt à moitié vide ou plutôt à moitié plein. La coopérative biennoise Eguébé vend du vin de vignerons de la région depuis plus de 100 ans. Mais ces derniers temps, elle n'arrive plus à vendre autant de vin qu'avant. Chez nous, les gens boivent moins, ils consomment de manière plus raisonnable. Nous avons moins de jeunes dans notre clientèle, ils ne gardent pas de vin en cave. Ils achètent plutôt du vin selon les circonstances, par exemple quand ils sont invités quelque part. Et ils achètent une ou deux bouteilles, tandis que les clients plus âgés avaient tendance à acheter un carton entier. Le vigneron Marcus Petrick de la Neuveville a misé sur la vente à des particuliers depuis le début. Il livre son vin individuellement à chacun de ses 1400 clients. Il constate lui aussi que les gens achètent moins de vin. Les jeunes boivent moins de vin pour différentes raisons. D'abord, parce qu'il existe beaucoup de boissons alternatives qui n'existaient pas de mon temps. Soit on buvait de la bière, soit on buvait du vin. Maintenant, il existe d'autres boissons dont je ne connais pas le nom, mais qui semblent plaire à tout le monde.
notamment à cause de la conduite automobile, qui est un problème. Quand on a bu un verre de vin, on a déjà peur d'avoir un pied en prison. Et malgré tout, il voudrait transmettre la culture du vin aux jeunes. Grâce à son fils qui organise des parties techno dans son vignoble, il a été surpris par les jeunes générations. Mais curieusement, ils n'ont pas bu des vins doux, mais du chasselas, qui était le vin de base par ici. À la Neuville, quand nous sommes arrivés, tout le monde nous invitait en disant « Allez, viens boire le verre de l'amitié ». Et c'était toujours du chasselas. Nous devons faire vivre cette tradition et la transmettre aux jeunes. Personne ne m'a jamais dit que le vin était dégueulasse, ils l'ont toujours bu et trouvé ça bon. Pour Marcus Petrick, l'avenir passe par la qualité. Une grande qualité et de petites quantités. Nous avons fait de bonnes expériences. Les gens sont prêts à payer le prix, mais ça doit être une qualité exceptionnelle. Je le vois aussi chez des collègues qui font des choses spéciales, qui en développent de nouvelles, et ils trouvent une clientèle qui apprécie ça. À la coopérative EGB, on cherche aussi des solutions innovantes. Elle espère par exemple attirer le jeune public en engageant l'artiste de graffiti biennois Tarkin. Le week-end de Pâques approche à grands bonds de lapin et comme chaque année, les bouchons commencent à se former au tunnel du Gothard en direction de l'Italie malgré la météo plutôt maussade annoncée. La centrale biennoise d'information sur le trafic via Suisse n'est pas surprise par les perturbations que cette transhumance routière de saison va à nouveau provoquer. Mais avant cela, Florine Hugentobler a voulu savoir quels étaient les plans pour Pâques des personnes croisées dans les rues de Bienne. Je n'ai encore rien prévu, mais je suis quelqu'un de très spontané. Alors peut-être que demain, tout à coup, je serai en Italie. En principe, je reste à la maison chaque année. Dimanche, nous avons en général une assez grande fête de famille, donc nous ne partons pas et nous ne nous retrouvons évidemment pas dans les bouchons. J'ai l'avantage d'être à la retraite et de disposer de mon temps comme je le souhaite. Alors oui, nous allons effectivement dans le sud, mais à des périodes où il n'y a pas de bouchons. Ce mercredi, à midi, les bouchons de Pâques ont déjà commencé. Marc Brönnimann, le directeur de l'entreprise biennoise Via Suisse, spécialisée dans les informations du trafic, et son équipe observent la situation de près. Ça a déjà commencé le week-end passé. Là, on a eu 14 km à cause aussi des vacances qui ont commencé. Et puis aussi les Allemands qui sont venus. Et puis oui, ça va encore continuer jusqu'à vendredi où on attend le bouchon le plus haut. Via Suisse ne s'attend pas à plus que les 14 km du week-end dernier pour Vendredi Saint. Marc Brönnimann estime que le trafic va se répartir sur plusieurs jours parce que les vacances ont déjà démarré dans de nombreuses régions. Mais les prévisions météo qui annoncent du mauvais temps ne vont pas réduire les bouchons. Normalement, pas de grandes implications parce que les gens ont déjà réservé les hôtels, ils ont planifié les vacances. Et puis, on a vu dans les dernières années que ça impacte pas vraiment les bouchons. Il y a peut-être des touristes qui sont des touristes par jour et puis là peut-être ils changent un petit peu la planification, mais normalement ça ne va pas influencer grand-chose. Selon son expérience, même si le temps devrait s'améliorer au nord du pays, les gens qui ont décidé de partir vers le sud ne vont pas changer de direction pour autant. Que signifie la fête de Pâques de nos jours? Pour certains chrétiens, il s'agit de l'événement le plus important de l'année, à la source de leur foi. Nous sommes allés voir un pasteur biennois pour mieux comprendre la signification de cette fête pour les croyants. Mais tout d'abord, Mathieu Dedardel et Simon Keller ont promené leur caméra dans les rues de Bienne pour demander aux gens ce que signifie pour eux Pâques. C'est un peu une occasion peut-être de retrouver la famille. On fait pas grand-chose, mais je vais sûrement voir ma mère, ma sœur, etc. Aujourd'hui, comme on ne va plus tellement à l'église, c'est plutôt une fête de famille. Pour moi, c'est un peu une fête de famille et une fête religieuse que je fête avec ma famille, puis on fête en cachant des œufs. C'est un temps pour se reposer et pour réfléchir. Pour parler plus en détail de cette fête de Pâques, nous sommes au Temple allemand en vieille ville de Bienne et je suis en compagnie de David Kneubühler qui est pasteur pour la paroisse réformée de Bienne. Monsieur Kneubühler, après la fête de Noël, la fête de Pâques, c'est la plus
populaire pour la chrétienté. Pourquoi cette fête de Pâques est aussi importante ? C'est la fête en fait qui fonde le christianisme avec la mort et surtout la résurrection de Jésus-Christ. C'est la fête qui dès les débuts au fond a été célébrée, dont on s'est souvenu, qui nous a laissé aussi ce qu'on appelle chez les réformés la Sainte Seine, chez les catholiques l'Eucharistie. C'est vraiment le moment fondateur en fait du christianisme, ce qui fait son originalité. Et cette fête, quel message elle transmet finalement ? Alors elle en transmet plusieurs parce qu'il y a plusieurs événements qui se produisent, mais le message principal au fond, c'est que la vie est plus forte que la mort. On sait que voilà, la société est de plus en plus laïque, qu'il y a de moins en moins de croyants, moins de gens à l'église. Est-ce que le message religieux de Pâques a un peu disparu ? Alors il s'est plus perdu que celui de Noël parce qu'il est aussi plus difficile avec cette idée de la résurrection. Ça c'est plus difficile à comprendre, à suivre, à accepter pour beaucoup de gens. Mais néanmoins, les églises sont encore passablement pleines. À Pâques, c'est quand même un temps de fête pour beaucoup de gens, un temps de famille, et ça fait encore partie du rite pour passablement de personnes. Vous parlez justement de la résurrection, le fait de revenir à la vie. Faut le prendre littéralement ou de manière un peu métaphorique ? Les deux, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui est très métaphorique dans ce qu'on prêche aujourd'hui, cette idée de revenir à la vie, de pouvoir, au fond, se relever après une expérience difficile, par exemple, après quelque chose qui ressemble à la mort. Mais il y a aussi vraiment cette idée très ancrée de la vie plus forte que la mort, de la vie qui triomphe de la mort. Vous le disiez, hein, vous le reconnaissiez, le message de Pâques, c'est peut-être un peu perdu en route. Pour nous, pour la majorité des gens, Pâques, ça veut dire lapin au chocolat, ça veut dire chasse aux œufs, le gigot d'agneau le dimanche. Cette commercialisation autour de Pâques, quel regard vous jetez là-dessus ? Alors, c'est comme toute chose commerciale, disons, ça a tendance à faire perdre le message parce que ça en transmet pas ou moins directement, mais néanmoins, on peut de notre côté réhabiter ces choses-là, la tradition des œufs, notamment de cette fragilité qui donne la vie, l'idée aussi de taper les œufs, c'est encore quelque chose qui se fait aussi traditionnellement dans les milieux d'église. Donc je pense qu'il y a quand même des possibilités de réinterprétation assez fortes, assez simples, tout en sachant que c'est des symboles qui nous sont à la base étrangers, qui viennent un peu d'ailleurs, d'autres traditions qui ne sont pas des traditions d'église au départ. Pour les personnes qui ne sont pas forcément croyantes ou religieuses ou pratiquantes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour peut-être les enthousiasmer sur cette fête de Pâques ? Je ne sais pas si Pâques est une fête enthousiasmante en soi, mais je trouve que c'est une belle occasion de réfléchir aux thématiques quand même profondes et essentielles de notre vie, que sont la mort et la vie simplement, et puis de se demander qu'est-ce qui nous rend vivants, qu'est-ce qui nous donne de la force dans notre existence, qu'est-ce qui nous soutient en cas de coup dur et qu'est-ce qui rend les fêtes plus belles. Ce sera le mot de la fin, David Kneubuehler. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Voilà, c'est ici que se referme notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour notre interview. Aujourd'hui, j'accueille le nouveau jeune maire PLR de la Neuville, Luca Longo, pour parler de ses premières expériences à ce poste qu'il occupe depuis 100 jours. A tout de suite, juste après la météo.